Vous vous considérez comme quelqu'un de fort, quelqu'un qui a traversé des épreuves, qui s'est relevé, qui a su tenir debout quand tout tremblait autour de vous. Et pourtant, il y a ces moments, ces instants précis où le silence de votre maison pèse plus lourd qu'une pierre posée sur la poitrine, où vous regardez le téléphone et vous réalisez qu'il n'a pas sonné depuis plusieurs heures, peut-être depuis hier. Vous êtes fort, oui. Mais être fort n'a jamais empêché personne de se noyer dans le silence. Combien d'années vous reste-t-il à vivre après 70 ans? Ce n'est pas une question cruelle, c'est la question la plus honnête que l'on puisse poser. Parce que la réponse, les recherches en psychologie et en psychiatrie le montrent avec une clarté presque inconfortable, ne dépend pas uniquement de vos gènes, ni de votre tension artérielle, ni des médicaments que vous prenez chaque matin avec un verre d'eau. Elle dépend en grande partie de la façon dont vous habitez votre solitude. Mira, il existe des signes qui se lisent dans le corps, dans les habitudes, dans la façon dont on commence sa journée ou dont on la termine. Des signes qui, si on sait les reconnaître à temps, peuvent littéralement modifier la trajectoire de votre vie. Et dans les prochaines minutes, nous allons les explorer ensemble, lentement, avec la précision d'un médecin et la douceur d'un ami de longue date. Mais avant cela, il faut qu'on parle de quelque chose d'essentiel. Quelque chose que beaucoup de personnes de votre âge évitent de regarder en face, parce que ça fait mal, parce que ça exige une honnêteté que l'on ne s'accorde pas toujours. Imaginez une femme, appelons-la Marguerite. Elle a 72 ans, elle vit dans un appartement du 3e étage d'un immeuble calme dans une ville de province. Ses enfants habitent loin. Ses amis d'autrefois se sont dispersés ou sont partis et son mari est décédé il y a 4 ans. Chaque matin, Marguerite se lève à 7 heures, elle prépare son café, un café fort, dans une cafetière en métal émaillé blanc qu'elle a depuis 30 ans et elle s'assoit à la table de la cuisine. La chaise en face d'elle est vide. Le bruit de la cafetière, le cliquetis de la cuillère contre la porcelaine, le bourdonnement lointain de la rue, voilà toute la conversation de sa matinée. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose dans cette image? Pas forcément les détails, mais la texture de ce silence-là. Ce silence qui n'est pas paisible, qui n'est pas choisi, qui est simplement là, comme une présence que personne n'a invitée. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation clinique. Et c'est le point de départ de tout ce que nous allons traverser ensemble aujourd'hui. Puis, avant d'aller plus loin, si ces réflexions résonnent en vous, si vous sentez que cette conversation est exactement ce dont vous aviez besoin ce matin ou ce soir, prenez d'un instant pour vous abonner à cette chaîne. Il y a ici une communauté de personnes qui, comme vous, cherchent à vieillir avec grâce, avec intelligence, avec une profondeur que les années rendent impossible. Et laissez un commentaire, dites-nous, quel est le signe parmi ceux que vous allez découvrir qui vous parle le plus? Votre réponse peut aider quelqu'un d'autre à se reconnaître. Leves, revenons à Marguerite. Pendant les 2 premières années après le décès de son mari, elle a fonctionné. C'est le mot qu'elle utilisait elle-même, fonctionner. Elle faisait ses courses, elle regardait la télévision, elle répondait aux messages de ses enfants. Mais quelque chose s'était contracté en elle, quelque chose dans la zone du sternum, une sorte de tension sèche, comme un tissu qu'on aurait froissé et qu'on ne prend plus la peine de défroisser. Elle dormait mal, elle avait un peu, et surtout, elle avait arrêté de penser à l'avenir. Non pas avec désespoir, mais avec une indifférence douce amère, comme si l'avenir était une salle qu'elle n'avait plus le droit d'habiter. C'est ici que la psychiatrie dit quelque chose d'important, quelque chose que les recherches sur la longévité confirment de manière répétée. La solitude non acceptée, la solitude que l'on subit sans la comprendre, sans la traverser consciemment, produit dans le corps des effets mensurables. Elle élève le taux de cortisol, cette hormone du stress qui, à des niveaux chroniquement élevés, fragilise le système immunitaire, accélère le vieillissement cellulaire et augmente le risque de maladie. Cardiovasculaire, elle altère le sommeil et un sommeil de mauvaise qualité est l'un des facteurs les plus constants dans le déclin cognitif précoce. Elle réduit la motivation à bouger, à s'alimenter correctement, à chercher du sens. Messig, ce n'est pas une métaphore poétique. C'est de la biologie, c'est de la physiologie. Et ça commence souvent de façon presque invisible,
par ce petit rétrécissement du monde intérieur que Marguerite appelait, sans le savoir, fonctionner. Voici ce que la recherche montre avec une rigueur qui ne laisse pas de place au doute. Les personnes âgées qui vivent dans un isolement émotionnel non traité ont statistiquement une espérance de vie significativement réduite par rapport à celles qui maintiennent des liens sociaux de qualité ou qui ont appris à habiter leur solitude de façon active et consciente. Le chiffre est frappant. Certaines études parlent d'un risque accru de mortalité prématurée pouvant atteindre 26% chez les personnes qui se sentent chroniquement seules. 26%. Pas à cause d'une maladie diagnostiquée, pas à cause d'un accident, mais à cause de ce que la solitude fait silencieusement à l'intérieur. Faites bien, ce n'est pas pour vous faire peur. Un médecin ne dit pas ces choses pour alarmer, il les dit pour éclairer, pour que vous puissiez regarder votre propre vie avec des yeux nouveaux et vous demander, est-ce que je suis en train de vivre ou est-ce que je suis en train de simplement persister? Et maintenant, je vais vous dire quelque chose que beaucoup de personnes ne vous diront pas, parce que c'est inconfortable. Si vous continuez à subir votre solitude sans la transformer, si vous laissez chaque journée ressembler à la précédente, sans chercher à y injecter une présence à soi-même plus consciente, le risque n'est pas seulement physique, il est psychologique, il est profond. La solitude non apprivoisée construit, brique après brique, une prison mentale dont les murs sont faits d'arrepentiments et de tristesse chronique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie se réveiller chaque matin avec une pensée qui ressemble à un reproche. Cela signifie ruminer les choix du passé avec une énergie qui ronge le présent. Cela signifie finir par se dire que les meilleures années sont derrière soi, que le monde continue sans vous, que votre existence n'a plus de relief particulier. Et cette croyance, cette conviction silencieuse qui s'installe comme de l'humidité dans les murs, cette croyance est cliniquement reconnue comme l'un des précurseurs les plus fiables de la dépression gériatrique. La dépression après 70 ans n'est pas une tristesse ordinaire. Ce n'est pas un passage, ce n'est pas une mauvaise journée. C'est une altération profonde de la perception du monde et de soi-même. Elle réduit l'appétit, elle perturbe le sommeil, elle diminue les fonctions cognitives et dans les cas les plus sévères, elle peut précipiter un déclin physique qui n'avait aucune raison organique d'être aussi rapide. Les médecins qui travaillent avec des patients âgés le voient régulièrement. 2 patients avec des bilans de santé similaires, l'un engagé dans sa vie intérieure et sociale, l'autre isolé et amer, et les trajectoires de santé divergent de façon spectaculaire en l'espace de quelques années seulement. Bueno, c'est ici que nous arrivons au cœur de ce que nous devons traverser ensemble. Parce que tout ce que je viens de vous dire n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Une invitation à regarder votre propre vie avec une honnêteté aimante et à reconnaître les signes qui indiquent dans quel sens vous vous dirigez. Dans un moment, je vais vous parler de 10 signes précis, des signes que vous pouvez observer vous-même dès aujourd'hui, qui vous donne une indication réelle sur la façon dont vous vieillissez et sur le nombre d'années de vie pleines qui vous attendent encore. Mais d'abord, je veux vous parler de ce qui s'est passé avec Marguerite parce que son histoire n'est pas terminée. 18 mois après ce moment où elle fonctionnait, Marguerite a rencontré une psychologue dans le cadre d'un groupe de parole pour les personnes en deuil. Elle n'avait pas voulu y aller au départ. Sa fille avait dû insister 3 fois et la première séance, Marguerite était assise dans sa chaise en plastique beige, les bras croisés sur la poitrine, les épaules légèrement rentrées vers l'intérieur, la mâchoire serrée, ce serrement particulier juste, devant les oreilles que l'on fait quand on retient quelque chose qu'on ne veut pas laisser sortir. Elle écoutait les autres parler et elle se disait intérieurement « Moi, je n'ai rien à dire ». Et puis quelqu'un a utilisé le mot « invisible ». Une autre femme, 69 ans, retraitée de l'enseignement, a dit « Depuis que je vis seule, j'ai l'impression d'être devenue invisible. » Et Marguerite a senti quelque chose se déplacer dans sa poitrine, pas une douleur, pas exactement. Plutôt comme la sensation de dénouer une cravate que l'on portait depuis trop longtemps. Elle a levé les yeux et pour la première fois depuis des mois, elle a dit quelque chose qui était vrai. C'est ce moment que l'on appelle en psychologie le point de bascule. Ce n'est pas un grand discours, ce n'est pas une révélation spectaculaire. C'est une phrase et une reconnaissance, un instant où l'intérieur et l'extérieur se rejoignent.
Et ce moment-là, ce point de bascule, il est accessible à chacun d'entre vous. Il ne nécessite pas une psychologue, il ne nécessite pas un groupe de parole, il ne nécessite que votre volonté d'être honnête avec vous-même et les outils que nous allons explorer ensemble. Tiene sentido? Alors continuons. Le premier signe qui révèle combien d'années de vie pleine vous pourriez encore vivre après 70 ans, c'est la façon dont vous habitez le matin. Pas ce que vous faites le matin, mais comment vous le ressentez. Est-ce que vous vous levez avec une légère anticipation, même petite, même modeste, une curiosité douce pour ce que la journée va apporter? Ou est-ce que le réveil sonne et que votre premier mouvement intérieur est une sorte de résistance, un poids dans les jambes, une pensée qui ressemble à encore une journée pareille? La recherche sur la longévité montre que les personnes qui maintiennent un sens de l'anticipation matinale, même minime, vivent des moyennes plus longtemps que celles qui ont perdu ce fil. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est une orientation biologique vers la vie. En japonais, il existe un concept pour cela, l'ikigai, la raison de s'élever. Et les études menées dans les zones bleues de la planète, ces régions où les gens vivent le plus longtemps, montrent que ceux qui ont un ikigai clairement ressenti ont des marqueurs biologiques de stress significativement plus bas. Puis, posez-vous la question honnêtement. Quelle est votre raison de vous lever demain matin? Le deuxième signe est lié à votre respiration. Non pas à votre capacité pulmonaire, mais à la façon dont vous respirez quand vous êtes seul, dans votre salon, dans votre cuisine, dans cet espace quotidien qui est le vôtre. Est-ce que votre respiration est haute, rapide et superficielle, logée dans le haut du thorax, comme si vous reteniez quelque chose? Ou est-ce qu'elle descend jusqu'au ventre, lente, ample, comme quelqu'un qui a la permission d'occuper de l'espace? La respiration est un miroir fidèle de l'état du système nerveux autonome. Une respiration chroniquement haute et courte indique un système nerveux en état d'alerte persistant, ce que les psychiatres appellent une hyperactivation du système sympathique. Et cet état, maintenu dans la durée, épuise les ressources de l'organisme d'une façon que l'on ne voit pas immédiatement, mais que l'on mesure sur le long terme. Mira, voici quelque chose de concret que vous pouvez faire dès maintenant, dès ce soir, avant de dormir. Posez une main sur votre ventre, juste sous le nombril, et respirez de façon à ce que cette main se soulève, l'inspiration, et s'abaisse à l'expiration. Faites cela pendant 5 minutes, 5 minutes seulement, et observez ce qui se passe dans vos épaules, dans votre mâchoire, dans cet espace, entre les omoplates, où tant de tension se loge sans qu'on le remarque. Ce n'est pas une technique mystique, c'est de la régulation du système nerveux par la voie la plus directe et la plus accessible qui soit. Le troisième signe concerne la qualité de votre attention. Est-ce que vous arrivez encore à vous absorber dans quelque chose, à lire un livre pendant 1 heure sans regarder le téléphone, à jardiner avec une présence totale aux textures de la terre entre vos doigts, à écouter de la musique et laissant chaque note résonner sans pincer, simultanément à autre chose? Ou est-ce que votre attention est devenue fragmentée, sautant d'une pensée à l'autre comme une bille sur une surface vibrante, incapable de se poser durablement sur quoi que ce soit? La capacité d'attention soutenue est l'un des indicateurs les plus robustes de la santé cognitive. Et elle est directement affectée par la solitude émotionnelle non traitée, par l'anxiété diffuse que produit l'isolement, par le manque de stimulation relationnelle. Mais c'est ici que quelque chose d'encourageant apparaît. Cette capacité est entraînable. Elle répond à la pratique. Elle peut être cultivée, renforcée, retrouvée. La pleine conscience, le mindfulness, tel que les recherches en neurosciences l'ont documenté depuis maintenant plusieurs décennies, entraînent précisément cette capacité d'attention soutenue. Et les personnes âgées qui pratiquent régulièrement, même 10 minutes par jour, montrent des différences mesurables dans la densité de la matière grise de certaines régions cérébrales liées à la mémoire et à la régulation émotionnelle. L'OVS, ce n'est pas une promesse créose, c'est de la neurobiologie. Et dans un moment, je vais vous donner une pratique concrète, simple, accessible à tout âge, pour commencer à entraîner cette attention dès aujourd'hui. Le quatrième signe est peut-être le plus délicat à reconnaître parce qu'il touche à l'amour-propre.
Il s'agit de la façon dont vous vous parlez à vous-même. Non pas les grandes déclarations, mais ce murmure constant, ce commentaire intérieur qui accompagne chacune de vos actes. Quand vous renversez quelque chose, qu'est-ce que vous vous dites? Quand vous oubliez un nom ou une date, comment vous traitez-vous? Quand vous regardez votre reflet dans le miroir de la salle de bain, quelle est la tonalité de ce premier regard? Les recherches en psychologie clinique montrent que l'autocritique chronique, ce flux constant de jugements négatifs dirigés vers soi-même, est associé à des niveaux élevés de cortisol, à une réponse immunitaire affaiblie et à une probabilité significativement plus élevée de développer une dépression clinique. À l'inverse, les personnes qui ont développé ce que l'on appelle l'autocompassion, cette capacité à se traiter avec la même gentillesse qu'on offrirait à un ami cher. Ces personnes vivent plus longtemps, récupèrent mieux des maladies et maintiennent une qualité de vie émotionnelle notablement supérieure. Bueno, l'autocompassion n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la complaisance. C'est une compétence psychologique précise que l'on peut apprendre, que l'on peut pratiquer et dont les effets sont documentés de façon rigoureuse. Imaginez pour un momento une voix intérieure qui, au lieu de vous critiquer quand vous faites une erreur, vous disait simplement « C'est difficile ce que tu traverses. Tout le monde traverse des moments difficiles. Tu mérites d'être traité avec douceur. Quelle différence cela ferait-il dans votre corps, dans vos épaules, dans votre ventre, dans cet espace entre vos sourcils où la tension s'accumule si souvent ?» Le 5e signe concerne votre relation au corps. Pas votre santé au sens médical, mais la façon dont vous habitez votre corps au quotidien. Est-ce que vous lui accordez de l'attention, de la gratitude, du mouvement? Ou est-ce que vous le considérez comme un mécanisme vieillissant dont vous gérez principalement les pannes? Les études sur la longévité sont sans équivoque sur ce point. Le mouvement régulier, même modéré, est l'un des facteurs les plus puissants pour prolonger à la fois la durée et la qualité de la vie après 70 ans. Non pas un mouvement héroïque, non pas la salle de sport à 5 heures du matin, mais un mouvement quotidien, ancré dans une intention de présence au corps. Une marche de 30 minutes, des étirements doux le matin, la conscience de ses pieds sur le sol en faisant la vaisselle. Et ici, quelque chose de fondamental. Le mouvement n'est pas seulement bénéfique pour le corps, il est bénéfique pour l'esprit. Il réduit l'inflammation chronique, il régule les neurotransmetteurs, il améliore la qualité du sommeil et il produit une légère mais réelle sensation de compétence et d'inventivité. Ce sentiment précieux d'être encore acteur de sa propre vie. Messig, le corps n'est pas votre ennemi dans cette période de vie. Il est votre allié le plus fidèle, si vous acceptez de l'écouter. Faites bien, voici ce que je vais vous révéler dans quelques instants. Il y a 3 pratiques spécifiques, ancrées dans la recherche sur la pleine conscience et la psychologie positive, qui peuvent transformer votre rapport à la solitude en l'espace de quelques semaines. Pas de façon magique, mais de façon réelle, mesurable, vécue dans le corps. Continuez à écouter parce que ces pratiques sont le cœur de tout ce que nous traversons aujourd'hui. Le 6e signe est lié à la façon dont vous vivez les transitions de la journée. Et en particulier, la plus difficile d'entre toutes pour beaucoup de personnes qui vivent seules après 70 ans, le début de la soirée. Cette heure qui se situe entre la fin de l'après-midi et le début de la nuit, disons entre 17h et 19h, cette heure où la lumière change, où la journée commence à se refermer, ou le silence de la nuit. Mais son prend une qualité différente, plus dense, plus présente. Est-ce que vous reconnaissez cette heure-là? Est-ce qu'il y a en vous, à ce moment précis, une tristesse particulière? Pas une grande tristesse dramatique, mais une tristesse basse, sèche, légèrement amère, comme les dernières gorgées d'un café qui a refroidi. Beaucoup de personnes qui vivent seules décrivent exactement cette sensation. Et beaucoup évitent de la regarder en face en allumant la télévision immédiatement, en appelant quelqu'un de façon compulsive, en mangeant quelque chose sans avoir faim. Ce n'est pas un rougement, c'est une reconnaissance. Et la différence entre ceux qui vieillissent bien et ceux qui vieillissent dans l'usure émotionnelle, c'est souvent la façon dont ils habitent ces transitions-là. Est-ce qu'on les fuit? Ou est-ce qu'on les traverse consciemment en les nommant, en les accueillant
et les laissant passer comme des nuages dans un ciel qui reste ouvert. Le 7e signe est peut-être le plus surprenant. C'est la fréquence à laquelle vous ressentez de la gratitude. Non pas une gratitude de performance, non pas une liste de choses pour lesquelles vous devriez être reconnaissant, mais une gratitude spontanée, vécue dans le corps, déclenchée par quelque chose de simple et de concret. La couleur d'un ciel ce matin, la tiédeur d'une tasse de thé dans les mains, le son d'une pluie sur les volets. Les recherches en psychologie positive, et en particulier les travaux qui s'inscrivent dans la lignée de la pleine conscience, montrent que la pratique régulière de la gratitude modifie l'activité des circuits neuronaux liés au bien-être. Elle n'efface pas les difficultés, elle ne nie pas la douleur, mais elle rééquilibre l'attention, qui a une tendance naturelle, biologiquement ancrée, à se focaliser sur les menaces et les manques. La gratitude est un entraînement de l'attention vers ce qui est là, plutôt que vers ce qui manque. Et pour les personnes qui vivent seules, cet entraînement est particulièrement précieux, parce que la solitude non apprivoisée tend à amplifier la perception du manque. Elle fait grossir les absences, elle rétrécit les présences. La gratitude fait exactement le contraire. Tiene sentido. Bueno, je vous propose quelque chose de très simple. Ce soir, avant de vous endormir, nommez 3 choses précises pour lesquelles vous ressentez une gratitude réelle. Pas des généralités. Pas la santé en général ou les enfants en général. 3 choses concrètes avec leur texture, leur couleur, leur son. La lumière spécifique qui entrait par votre fenêtre à 10 heures du matin. La voix de votre voisin qui vous a salué dans le couloir. La sensation du tissu de votre fauteuil sous vos paumes. Ces détails-là, et observez ce qui se passe dans votre poitrine quand vous les nommez. Le 8e signe concerne la façon dont vous vous rapportez au passé. Non pas si vous y pensez, parce que tout le monde y pense, mais comment vous y pensez. Est-ce que vous habitez le passé avec une nostalgie douce, reconnaissante, qui honore ce qui a été sans s'y enfermer? Ou est-ce que vous le ruminez, le retournez, le revisitez avec une amertume qui cherche des responsables, des moments manqués, des choix que vous regrettez avec une précision qui fait mal? La rumination est l'un des mécanismes psychologiques les plus documentés dans le développement de la dépression. C'est une pensée qui tourne en rond, qui revient sur les mêmes événements sans jamais les résoudre, sans jamais les transformer. Et chez les personnes âgées qui vivent seules, la rumination peut prendre une ampleur particulière parce que le silence de la maison lui laisse trop de place, parce qu'il n'y a personne pour interrompre le circuit. Mira, la différence entre le souvenir et la rumination, c'est la présence. Quand vous vous souvenez en étant présent à ce souvenir, en le regardant avec une conscience claire et le laissant être ce qu'il est, quelque chose qui a existé et qui vous a construit, alors le souvenir nourrit. Quand vous ruminez, vous n'êtes plus présent au souvenir, vous êtes piégé dedans, répétant le même film, sans en modifier un seul plan. La pleine conscience offre un antidote direct à la rumination. Non pas en supprimant les pensées, non pas en forçant le positif, mais en entraînant la capacité à observer ses propres pensées avec un léger recul, à les voir passer sans s'y perdre, à revenir encore et encore à ce qui est là maintenant, dans ce corps, dans cette pièce, dans cet instant. Le 9e signe est celui que beaucoup de personnes trouvent le plus difficile à admettre. C'est la présence ou l'absence d'un sens. Non pas un grand sens philosophique, non pas une mission universelle, mais un sens personnel, quotidien, modeste et réel. L'impression que ce que vous faites a une valeur, même petite, que votre présence dans le monde continue à compter, que votre expérience, votre regard, votre façon d'être ont encore quelque chose à offrir. Les recherches sur la longévité dans les zones bleues, Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie, Loma Linda en Californie, montrent toutes une constante. Les personnes qui vivent le plus longtemps dans ces régions ont un sentiment fort que leur existence a une signification, qu'ils contribuent à quelque chose, même de façon très simple. Et ce sentiment de sens est directement corrélé à des marqueurs biologiques de santé, à une inflammation systémique plus basse, à une meilleure régulation hormonale, à une espérance de vie significativement plus longue. Quelle est la contribution, même toute petite, que vous faites au monde aujourd'hui? Est-ce que vous avez une plante que vous soignez, un voisin que vous écoutez,
une compétence que vous partagez, un regard bienveillant que vous offrez au jeune homme de la boulangerie qui a l'air fatigué. Puis, le sens ne requiert pas de grandeur, il requiert de la présence. Et maintenant, le 10e signe. Celui qui, d'une certaine façon, englobe tous les autres. C'est votre capacité à vous trouver vous-même une compagnie de qualité. À être, pour vous-même, un hôte attentif et bienveillant. À vous asseoir dans votre propre maison, dans votre propre peau, sans fuir, sans vous noyer, sans avoir besoin de remplir chaque silence d'un bruit extérieur. Cette capacité s'appelle en psychologie la solitude choisie et elle est diamétralement différente de l'isolement subi. La solitude choisie est un espace de ressourcement, de rencontre avec soi-même, de création intérieure. Les grands philosophes, de Montaigne à Thoreau, ont reconnu en elle l'une des conditions nécessaires à la connaissance de soi. Et les recherches modernes en psychologie confirment que les personnes qui peuvent habiter la solitude de façon positive et choisie ont des ressources émotionnelles significativement plus solides que celles qui ne peuvent jamais rester seules sans anxiété. Faites bien, cette capacité n'est pas innée. Elle se développe, elle s'apprend et elle commence par une décision simple, celle de commencer à vous traiter comme quelqu'un qui vaut la peine d'être en votre propre compagnie. Bueno, nous voilà arrivés au moment que j'ai annoncé un peu plus tôt. Ces 3 pratiques concrètes, ancrées dans la pleine conscience et la psychologie, qui peuvent transformer votre rapport à la solitude. Restez avec moi, parce que ce qui suit est le plus important de tout ce que nous avons traversé ensemble. La première pratique s'appelle l'ancrage au présent. C'est une technique fondamentale du mindfulness, et elle est particulièrement puissante pour les personnes qui vivent seules, parce qu'elle transforme la solitude d'une expérience de manque en une expérience de présence à soi-même et au monde. Voici comment elle fonctionne. Une fois par jour, choisissez un moment ordinaire, un moment que vous vivez de toute façon, préparez le repas, boire votre café du matin, marcher jusqu'à la boîte aux lettres. Et pendant ce moment ordinaire, activez délibérément vos 5 sens. Nommez mentalement 5 choses que vous voyez. Nommez 4 textures que vous ressentez sur votre peau. La fraîcheur de la poignée de porte, le relief de la nappe sous vos doigts, la chaleur de la tasse contre votre paume. Nommez 3 sons que vous entendez, 2 odeurs et une chose que vous goûtez. Ce protocole que les cliniciens connaissent sous le nom de la règle 5, 4, 3, 2, 1 active le cortex préfrontal, la région du cerveau responsable de la régulation émotionnelle et de la pensée rationnelle. Et il désactive progressivement l'amygdale, ce centre d'alarme neurologique qui génère l'anxiété et la rumination. En d'autres termes, il ramène le système nerveux dans un état de sécurité, non pas par la pensée, mais par les sens. Marguerite a commencé à pratiquer cette technique avec son café du matin. Elle a commencé à sentir l'odeur du café avant de le boire, vraiment sentir, avec une attention totale, comme si c'était la première fois. Elle a commencé à sentir la chaleur de la tasse dans ses paumes, à écouter le son de la cafetière, à regarder la lumière du matin sur le carrelage de la cuisine. Et quelque chose de petit mais de réel a commencé à changer. Le silence de la chaise vide en face d'elle était toujours là. Mais il avait perdu un peu de son poids. Il était devenu un silence habité, un silence qu'elle partageait avec elle-même. Le VES, ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie appliquée. La deuxième pratique est celle que l'on peut appeler la lettre de l'ami bienveillant. C'est une technique d'autocompassion développée et validée cliniquement par des chercheurs comme Christine Neff, et elle est particulièrement efficace contre la rumination et l'autocritique chronique. Voici comment elle fonctionne. Une fois par semaine, prenez un cahier, n'importe lequel, le vôtre depuis des années ou un neuf acheté spécialement pour cette pratique, et écrivez-vous une lettre. Mais pas une lettre ordinaire. Écrivez-vous cette lettre comme si vous étiez votre meilleur ami, quelqu'un qui vous connaît parfaitement, qui voit vos difficultés, qui reconnaît votre douleur, mais qui vous aime profondément et vous fait confiance. Commencez par nommer ce que vous traversez avec honnêteté et sans rougement. Puis, reconnaissez que cette expérience est difficile, que vous n'êtes pas seul à traverser quelque chose de difficile, que faire partie de l'humanité signifie traverser des moments de douleur. Et terminez par une phrase de douceur envers vous-même, une phrase que vous offririez à un ami cher.
Cette pratique peut sembler artificielle au début. Beaucoup de personnes disent lors de leur première tentative: je ne sais pas quoi écrire, je ne suis pas habitué à me parler ainsi. Et c'est précisément pourquoi c'est important. Parce que l'inconfort de cette pratique révèle l'ampleur de l'autocritique intériorisée. Et la pratiquer régulièrement réentraîne le cerveau vers une relation à soi-même plus douce, plus juste, plus soutenante. Mira, Marguerite, a commencé à écrire ses lettres. La première était courte, maladroite, un peu froide. Mais la 3e semaine, elle a écrit une phrase qui l'a surprise elle-même. Tu as traversé tellement de choses avec courage et tu mérites encore de vivre avec douceur. Elle a relu cette phrase plusieurs fois. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle a senti quelque chose se détendre dans sa gorge, une sorte de nœud qu'elle n'avait même plus remarqué être là. La 3e pratique est celle que l'on peut appeler le rituel de connexion active. Et elle s'adresse directement à ce paradoxe cruel de la solitude. Plus on se sent seul, moins on a d'énergie pour aller vers les autres, et moins on va vers les autres, plus on se sent seul. Ce cercle, si on le laisse tourner, se resserre. La pratique consiste à créer chaque semaine, de façon délibérée et planifiée, au moins un moment de connexion humaine réelle. Pas une conversation fonctionnelle, pas un échange de services, mais un moment où vous êtes réellement présent à une autre personne et où cette personne est réellement présente à vous. Cela peut être une conversation téléphonique avec quelqu'un que vous n'avez pas appelé depuis trop longtemps, à laquelle vous consacrez toute votre attention, sans regarder la télévision en même temps, sans faire autre chose. Cela peut être un café partagé avec un voisin. Cela peut être une participation régulière à un groupe, une association, un club de lecture, un atelier de jardinage, une activité artistique, n'importe quel espace où des êtres humains se retrouvent autour de quelque chose qui a du sens pour eux. Les recherches de John Cacioppo, l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la solitude, montrent que la qualité des liens sociaux importe bien plus que leur quantité. Une seule relation de qualité, un seul espace où l'on se sent réellement vu et entendu, peut contrebalancer les effets négatifs de l'isolement sur la santé physique et mentale, une seule. Mais Sigs, vous n'avez pas besoin d'un réseau social complexe. Vous avez besoin d'un fil, juste un fil de connexion authentique que vous entretenez avec soin. Puis, laissez-moi vous dire quelque chose d'important sur Marguerite avant de continuer. 3 mois après avoir commencé ses pratiques, elle n'était pas transformée de façon spectaculaire. Elle ne riait pas davantage, elle ne courait pas dans les parcs. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans la texture de ses journées. Le matin, quand elle s'asseyait à sa table de cuisine avec son café dans la cafetière métal émaillé blanc, la chaise en face d'elle était toujours vide. Mais elle n'était plus, elle, dans cet état de contraction que j'ai décrit plus tôt. Ses épaules étaient un peu plus basses, sa respiration était un peu plus profonde. Et elle avait, pour la première fois depuis longtemps, un petit agenda dans lequel elle écrivait les choses qu'elle attendait cette semaine. Pas des rendez-vous médicaux, des moments de vie. Le café avec sa voisine mercredi. La marche au parc jeudi matin. La lettre qu'elle s'écrirait dimanche soir. C'est ça, la solitude apprivoisée. Ce n'est pas l'absence de solitude. C'est une solitude que l'on habite debout, avec les yeux ouverts, avec une main tendue vers le monde et une main tendue vers soi-même. Imaginez pour un momento que dans 6 mois, dans 12 mois, dans 5 ans, vous regardez en arrière vers ce moment précis, ce moment où vous écoutiez ces mots. Et vous vous souvenez que c'est ici que quelque chose a commencé à changer. Pas un grand bouleversement. Un petit tournant, discret et réel, comme ces moments où un chemin de forêt bifurque légèrement et où, des kilomètres plus tard, on se retrouve dans un paysage entièrement différent. Quelle sorte de vieillissement voulez-vous traverser? C'est la question centrale. Non pas si vous allez vieillir, parce que vous allez vieillir, nous allons tous vieillir. C'est la condition humaine dans toute sa beauté et dans toute sa complexité. Mais comment? Avec quelle qualité de présence à vous-même? Avec quelle capacité à trouver dans le quotidien, même simple, même solitaire, des sources de sens, de douceur et de vitalité. Bueno, revenons à ces 10 signes et regardons-les maintenant
non pas comme des verdicts, mais comme des boussoles. Chaque signe que j'ai mentionné peut être cultivé. Chacun d'entre eux est sensible à l'attention, à la pratique, à la décision de s'y consacrer. La façon dont vous s'habitez le matin peut être enrichie par une intention simple posée avant de vous lever, une phrase intérieure qui dit « Aujourd'hui, je vais remarquer une belle chose que je n'ai pas encore vue ». La qualité de votre respiration peut être transformée par 5 minutes de respiration abdominale chaque soir. Votre capacité d'attention peut être renforcée par 10 minutes de pratique de pleine conscience chaque jour, 10 minutes où vous observez vos sensations, vos pensées, votre souffle, sans chercher à les changer. La façon dont vous vous parlez peut être adoucie par la pratique de la lettre de l'ami bienveillant. Votre relation au corps peut être honorée par un mouvement quotidien, même léger, mais conscient et régulier. Vos transitions difficiles peuvent être traversées avec plus de grâce grâce à l'ancrage sensoriel. Votre capacité à la gratitude peut être cultivée chaque soir avec ces 3 détails précis et concrets. Votre rapport au passé peut être transformé par la pratique de l'observation des pensées sans identification. Votre sens peut être réactivé par la recherche d'une contribution, même minuscule, au monde qui vous entoure. Et votre capacité à être une compagnie de qualité pour vous-même peut être développée par l'ensemble de ces pratiques réunies. Le VES, ces 10 signes ne sont pas des données fixes. Ce sont des dimensions vivantes de votre existence qui répondent à l'attention que vous leur portez. Faites bien, il y a quelque chose que les études sur la longévité répétant avec une constance qui devrait nous arrêter. Les personnes qui vivent le plus longtemps et qui vivent le mieux ces années supplémentaires, partageant une caractéristique fondamentale qui n'est ni génétique, ni médicale, ni économique. C'est leur capacité à s'adapter, à prendre ce que la vie leur apporte, y compris la solitude, y compris la perte, y compris les corps qui ralentissent et les mémoires qui s'estompent parfois, et à trouver dans ces réalités-là non pas une fine, mais une invitation à une forme différente de plénitude. Le vieillissement n'est pas un naufrage, c'est une navigation différente. Les veines changent, les voiles doivent être ajustés, la destination n'est plus la même. Mais la mer est toujours là, vaste et réelle. Et vous êtes toujours à bord. Mira, je veux vous parler maintenant de quelque chose que la psychiatrie observe et que la sagesse des traditions contemplatives a compris depuis longtemps. Il existe une forme de liberté particulière qui devient disponible dans les années après 70. Une liberté que les plus jeunes n'ont pas encore accès, parce qu'ils sont encore trop occupés à construire, à prouver, à performer, à répondre aux attentes du monde. Cette liberté, c'est celle de ne plus avoir à être autrement que ce que l'on est. À 70 ans, à 75 ans, à 80 ans, vous avez vécu suffisamment pour savoir ce qui compte vraiment. Vous avez traversé suffisamment pour savoir que les urgences de hier n'étaient souvent pas des urgences. Vous avez aimé, perdu, construit, défait, recommencé. Vous portez en vous une mémoire du monde qui a une valeur inestimable. Et vous avez, si vous choisissez de le saisir, tout le temps et tout l'espace intérieur pour habiter votre propre vie avec une profondeur que la jeunesse ne permet pas encore. La solteria, la vie en solitaire, peut être vécue comme une imputation ou comme une expansion. Ces 2 façons de la vivre sont réelles. Les 2 existent, mais l'une use le corps et l'esprit, et l'autre les nourrit. Quelle est la différence entre les 2? La conscience. La décision consciente de regarder sa propre vie, non pas comme ce qu'elle n'est plus, mais comme ce qu'elle est encore et comme ce qu'elle peut encore devenir. Puis, il y a une dernière chose que je veux vous dire, et c'est peut-être la plus importante de tout ce que nous avons traversé ensemble aujourd'hui. Vous vous rappelez le début de cette conversation? Cette image de vous que vous avez quelqu'un de fort, quelqu'un qui tient debout. Je vous ai dit que cette image était vraie, mais qu'elle était incomplète. Voici la complétion. Être fort ne signifie pas ne pas avoir besoin de soins. Être fort ne signifie pas n'avoir besoin de personne. Être fort, à cet âge, à ce moment de la vie, signifie avoir le courage de se soigner soi-même avec la même attention et la même tendresse qu'on offrirait à quelqu'un que l'on aimait. Marguerite, la femme dont je vous ai parlé au début, Marguerite a 72 ans et elle vit encore dans son appartement du 3e étage avec sa cafetière en métal émaillé blanc
et sa chaise vide en face d'elle le matin. Mais maintenant, avant de s'asseoir, elle ouvre la fenêtre, même en hiver, juste pour sentir l'air du dehors pendant 1 minute. Elle regarde le ciel. Elle dit intérieurement, pas de façon solennelle, juste de façon simple et vraie, je suis là. Et c'est suffisant. Elle a recommencé à lire. Elle a rejoint un groupe de marche 1 fois par semaine. Elle appelle sa fille non plus par obligation, mais par envie réelle. Et quelque chose dans son corps a changé, les médecins le remarquent aussi. Sa tension artérielle est plus stable, elle dort mieux, elle a récupéré un appétit qu'elle avait perdu. Non pas parce qu'on lui a prescrit quelque chose de nouveau, mais parce qu'elle a commencé à habiter sa propre vie de façon différente. C'est ce que les recherches s'appellent le bénéfice de la régulation émotionnelle sur la santé physique. Et c'est ce que Marguerite appellerait, si vous lui posiez la question, simplement, recommencer à vivre. ¿Tiene sentido? Bueno. Alors voici ce que je vous propose. Pas une révolution, pas un programme de 60 jours. Juste 3 décisions simples que vous pouvez prendre dès aujourd'hui. La première, choisissez l'un des 10 signes que j'ai mentionnés, celui qui vous parle le plus, celui dans lequel vous vous reconnaissez avec le plus de précision, et décidez de lui consacrer une attention particulière. Cette semaine, juste cette semaine, une attention douce, curieuse, sans jugement. La deuxième, choisissez l'une des 3 pratiques que j'ai décrites, l'ancrage sensoriel, la lettre de l'ami bienveillant ou le rituel de connexion active, et pratiquez-la 1 fois cette semaine, une seule fois, et observez ce qui s'est passé. La troisième, dites-vous 1 fois par jour la phrase que Marguerite s'est appris à dire devant sa fenêtre ouverte. Je suis là, et c'est suffisant, parce que vous êtes là, et ça l'est. Mira, si ces réflexions ont touché quelque chose en vous, si vous avez reconnu dans ces mots une part de votre propre expérience, partagez-les avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Un ami, un frère, une sœur. Quelqu'un que vous savez seul et qui n'a peut-être pas encore trouvé les mots pour nommer ce qu'il traverse. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Pas pour nous, mais pour vous. Parce que chaque semaine, nous revenons sur ces questions essentielles. Comment vieillir bien ? Comment habiter la solitude avec grâce, comment cultiver une vie intérieure riche et une santé émotionnelle solide. Et votre présence ici, dans cette communauté, est elle-même une forme de connexion, une façon de ne pas traverser seul les questions qui comptent. Dites-nous dans les commentaires, quel est le signe parmi les 10 qui vous a le plus interpellé et quelle est la pratique que vous alliez essayer cette semaine? Votre réponse n'est pas juste un commentaire. C'est un engagement envers vous-même et il peut inspirer quelqu'un d'autre à en faire de même. Puis nous arrivons au terme de ce chemin que nous avons parcouru ensemble. Et j'aimerais terminer non pas avec une conclusion, mais avec une image. Imaginez un arbre ancien, planté depuis des décennies dans la même terre. Ses racines sont profondes. Elles ont traversé des sécheresses et des tempêtes. Elles ont appris la forme des pierres souterraines et la direction des nappes d'eau. Il n'est plus jeune, cet arbre. Certaines de ses branches porte les traces d'hivers difficiles. Mais il est là, debout, ses feuilles encore capables de capter la lumière, ses racines sont encore capables de nourrir ce qui pousse au-dessus. Et au printemps, il fleurit encore. Pas pour impressionner, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que c'est sa nature, parce que c'est ce que la vie fait quand on lui en donne les conditions. Vous êtes cet arbre, vos racines sont profondes. Votre printemps n'est pas terminé. Et la façon dont vous habitez votre solitude, la façon dont vous vous traitez, la façon dont vous portez attention à votre propre vie, c'est vous qui préparez la terre pour ce qui fleurira encore. Combien d'années vous reste-t-il à vivre après 70 ans? La réponse exacte, personne ne la connaît. Mais le nombre d'années qui seront pleinement vécues, réellement habitées, traversées avec présence et avec douceur, ça, vous avez plus de pouvoir là-dessus qu'on ne vous l'a peut-être jamais dit. Et il commence maintenant. Dans ce souffle, dans cette décision, petite et réelle, de vous traiter comme quelqu'un qui mérite encore de vivre pleinement. Voilà. Vous êtes là, et c'est suffisant.